L'atelier, la formation d'aujourd'hui s'appelle Innover avec la modélisation d'affaires et le modèle des scénarios. Donc, petite consigne de départ, c'est sûr, euh, c'est plus agréable de vivre un webinaire quand on est bien installé, plutôt au calme. Les micros sont coupés, les webcams aussi. Parfois, on oublie de mettre son cellulaire en mode silencieux. Vous pouvez prendre aussi euh, de quoi noter un bloc-notes parce que vous pouvez, en fait, vous allez voir, c'est très opérationnel, c'est très pratique. Donc, vous pouvez peut-être en même temps que je vais présenter le concept, l'appliquer directement pour votre activité, pour votre projet d'entreprise. Il y a moyen de le faire en même temps. Donc, je vais aller doucement pour que vous puissiez prendre ce temps-là. Et puis, de quoi s'hydrater, bien sûr, question à la fin de la présentation. Rapidement, qui je suis. Donc, comme Stéphanie m'a présenté, donc je suis formateur, coach en stratégie d'entreprise à l'école des entrepreneurs. Mes domaines d'expertise sont autour de la stratégie d'entreprise, la modélisation d'affaires, le marketing et l'innovation. Je fais de la formation en entreprise, j'interviens ponctuellement à l'université ou en école d'ingénieur. Et puis, j'ai aussi une expérience d'entrepreneur dans le domaine des services et puis de la création d'une agence de consultation en relations publiques et marketing, agence que j'ai gardée à peu près 7 ans et que j'ai revendue à un groupe plus grand. Voilà, et c'est pour ceux et celles qui sont aussi intéressés, vous pouvez toujours me demander une connexion sur LinkedIn, soit en flashant le petit code, le QR code qui est en haut à gauche, soit en essayant de récupérer mon nom sur la plateforme. Voilà, alors je voulais pour commencer, vous poser une petite question pour celles qui sont présentes et qui ont déjà, j'imagine, des entreprises ou des organisations en activité. Me dire peut-être simplement là dans le chat si la crise actuelle a eu un impact à la baisse sur les revenus de votre entreprise ou de votre organisation, parce que euh, on coach et puis on échange avec pas mal d'entrepreneurs. Ça dépend des secteurs, ça dépend des industries. Il y en a pour lesquels ça a quand même beaucoup augmenté. Donc, dans ce groupe-ci, c'est plutôt oui, un impact euh, à la baisse selon les industries. OK, très bien. Parfait. Et puis, deuxième question, est-ce que vous êtes, on s'approche là des confinements, peut-être un début de reprise. Est-ce que vous êtes confiant dans la reprise de l'activité pour votre industrie, pour votre entreprise dans les prochaines semaines? Oui, non? Oui, oui. Pas mal d'incertitudes. OK. Ouais. Effectivement, quand on a les clients dans le tourisme, c'est un peu plus compliqué. OK. Bon. Vous risque d'avoir une baisse de contrat, de mandat, d'activité. Parfait. Merci pour vos premiers retours. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un concept, le concept de modélisation d'affaires, de business model, qui va vous servir à prendre du recul en fait sur votre activité. Parce que très souvent, on est dans l'opérationnel, dans le quotidien, dans le concret, et c'est normal. Euh, on est vraiment sur le feu des différents sujets. Là, l'outil que je voudrais vous proposer, en fait, c'est un outil de réflexion, c'est un outil d'analyse, c'est un outil pour que vous puissiez un peu dézoomer de votre activité et surtout pour, euh, pour pouvoir envisager les différents futurs possibles par rapport à votre industrie, par rapport à votre domaine d'activité. Alors, on va y aller directement et pour ça, je voudrais vous poser une première question parce que je pense que vous avez déjà entendu ce terme modèle d'affaires, business model, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que vous sauriez le définir simplement? Donc, si vous voulez bien dans le chat me dire finalement, c'est quoi un modèle d'affaires pour vous, tout simplement. À votre avis, qu'est-ce que c'est? N'hésitez pas à vous lancer, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste une interaction. Donc Sabine, je vois que tu me dis c'est un écosystème, l'écosystème. Est-ce qu'il y a une autre participante qui veut se lancer? Est-ce que c'est proche de son plan d'affaires? Ok. Les relations que nous avons avec eux, une façon de gérer notre entreprise, un processus de travail.
une vision, comment on se démarque de la compétition, créer de la valeur, notre organisation. Notre plan d'affaires résumé en un seul coup d'œil. OK. Écoutez, il y a pas mal de bonnes choses. On va voir en fait la définition un petit peu officielle de ce qu'est un modèle économique, un business model. C'est en fait une description des principes selon lesquels une entreprise, une organisation va créer, délivrer et capturer de la valeur pour ses parties prenantes. Alors, je sais que j'ai vu passer rapidement dans le chat, là, dans vos réponses, le terme de valeur. Donc, on va pas mal s'intéresser à la valeur aujourd'hui que vous allez apporter, vous, à travers vos activités, à travers vos organisations, à vos clients, à vos fournisseurs, à votre écosystème, à l'ensemble des, finalement, ce qu'on appelle les parties prenantes, des groupes qui sont en relation avec votre entreprise. Alors, quand on parle de business model, en fait, et puis pour ceux qui s'intéressent au sujet, au modèle d'activité, ben, quand on fait des recherches, il y a pas mal de structures qui ont déjà travaillé sur ce qu'est un modèle d'affaires, un modèle d'activité. Les universités, les écoles de gestion, les cabinets de conseil, chaque, en général, entité a sa propre définition et sa propre représentation de ce qu'est un business model. Par exemple, une école de management, HEC nous dit que c'est l'interaction entre une architecture de valeur, une proposition de valeur et puis une équation de profit, donc la partie financière. Mais si on recherche aussi au niveau des cabinets de consultation, de consulting, on a toujours un peu cette idée que c'est l'interaction entre une proposition de valeur, la façon dont on gère ses clients, les capacités de l'entreprise, les finances, les coûts, la structure de coûts, la façon de faire des revenus. Bon, il y a pas mal de modèles qui circulent à la fois sur Internet, mais aussi que vous pouvez trouver euh, dans les ouvrages académiques ou dans des ouvrages professionnels. Euh, pour faire simple, moi, je voulais vous partager le concept de business model à travers le livre d'Alexander Osterwalder et d'Yves Pigneur qui s'appelle Business Model Nouvelle Génération. Euh, Tout simplement parce que c'est un outil qui est facile d'accès. C'est un outil qui est très visuel, euh, qui a été vraiment pris en main par les professionnels en entreprise et qu'une fois qu'on l'a un peu testé, vous allez voir qui vous permet ensuite de partager facilement cette réflexion avec vos collaborateurs, avec vos actionnaires, en fait, avec les différentes parties prenantes. Et c'est ça le mérite de cet outil, c'est qu'il permet de se créer un langage commun au sein de l'organisation. Et puis, vous allez voir, il est très, très facile à manipuler, il est très visuel. Alors, on y va directement. Vous avez peut-être déjà vu cette matrice, c'est ce qu'on appelle la matrice du business model, du modèle d'activité, le business model canvas, en fait, qui est une matrice qui comporte 9 cases sur un seul, en fait, document, sur un recto. Et pourquoi c'est intéressant, en fait, c'est parce que ça va vous mettre sur une seule page, que je crois que quelqu'un l'a dit dans le chat, en fait, l'ensemble des interactions stratégiques au sein de votre entreprise et de votre organisation. Et ça facilite la description, ça facilite la compréhension. Alors, je vais vous décrire chacune des cases. Vous avez la même chose en anglais. Je ne sais pas s'il y a des participantes anglophones aujourd'hui, mais c'est juste la même représentation, c'est traduit en anglais. Alors, on va commencer par la case de droite. On va toujours commencer par les clients. La case qui est la plus à droite, donc c'est les segments de clients. Donc, si vous avez un petit papier et un stylo à côté de vous, vous pouvez faire l'exercice en même temps. Là, on se pose la question, on se dit, quels sont en fait notre segment de clients ou nos segments de clients? Et la question qu'on se pose, c'est pour qui nous créons de la valeur? Qui sont les clients les plus importants pour notre entreprise? Donc, il s'agit des différents groupes d'individus ou d'organisations que cible votre entreprise et pour lesquelles vous voulez créer de la valeur. Donc, ce ciblage, il est intéressant parce qu'il va vous permettre d'identifier des besoins, des comportements ou des attributs communs. C'est ce qu'on appelle la segmentation. Sachant que là, selon vos industries, selon votre activité, vous pouvez vendre à des individus, c'est-à-dire des particuliers. C'est ce qu'on appelle le modèle business to consumer, B2C. Et puis aussi, vous avez peut-être, selon vos activités, vous pouvez peut-être vendre à des entreprises, à des organisations. C'est ce qu'on appelle le modèle B2B, business to business. Et il se peut parfois, des fois, il y a des modèles un petit peu plus compliqués. Vous allez être en intermédiaire. Il se peut que vous vendiez à des entreprises
qui ensuite vendent à des particuliers. Donc, il y a des modèles en business to consumer. Hein. Il y a plusieurs niveaux. Mais ce qu'il faut retenir de cette case-là, c'est de décrire dans cette case vos clients et à qui, en fait, vous allez apporter de la valeur à travers votre activité. Première case, mais case très, très importante. Ensuite, la deuxième case, on repasse au milieu, c'est la case de l'offre, en fait, ce qu'on appelle la proposition de valeur. Donc, quelle valeur vous allez apporter à vos clients, à vos segments de clients, c'est-à-dire est-ce que vous apportez une solution à un problème, est-ce que vous apportez une satisfaction à un besoin que vous avez identifié. Donc là, ici, vous allez devoir décrire votre offre sous l'angle de quelle valeur, quel bénéfice vous apportez à vos clients, c'est-à-dire ceux qui achètent votre offre. Troisième case, bien sûr, vous avez identifié des clients, vous avez une offre, mais ensuite, la question, c'est comment je transporte, entre guillemets, cette offre vers mes segments de clients. Donc ça, ce sont les canaux de distribution. Comment votre offre est portée vers vos clients par des canaux de communication, de distribution ou de vente. Alors, ça peut être des canaux physiques, des canaux digitaux, ça peut être des partenaires, ça peut être des prescripteurs, ça peut être des relais, des distributeurs quelconques. Il y a plusieurs typologies de distribution. D'ailleurs, vous pouvez avoir un mode privilégié, mais vous pouvez aussi en avoir plusieurs. Vous pouvez avoir un point de vente. Vous pouvez avoir aussi un site web, vous pouvez avoir des partenaires distributeurs, peu importe, il y a plein de canaux de distribution possibles. Et là, dans cette case, on identifie les canaux qui nous permettent de porter notre offre vers les clients et puis d'identifier aussi lequel de ces canaux fonctionne le mieux et quel est celui qui nous amène le plus de revenus et le plus de rentabilité. Voilà. Donc ça, c'est pour les trois premières cases. J'ai zappé. La quatrième, c'est toujours dans l'axe de la réflexion client, marketing, communication. Vous avez la case numéro 4, c'est la relation client. Et là, on se pose la question de quel type de relation vous avez établi avec vos clients. C'est la fameuse réflexion autour de la Customer Relationship Management, la gestion de la relation client et des outils associés à la gestion de la relation client. On parle beaucoup en ce moment de CRM en tant qu'outil en fait, technologique pour gérer ses bases de données clients et puis interagir avec ses clients. Là, on se pose la question de finalement, c'est quoi l'objectif de la relation avec nos clients? Est-ce que c'est d'en acquérir plus, de fidéliser ceux qu'on a déjà, de réaliser des ventes supplémentaires ou des ventes complémentaires si vous avez plusieurs gammes de produits? C'est à ce moment-là qu'on réfléchit à l'interaction. Vous voyez, tout ça étant lié, l'offre, les segments de clients, la relation client et les canaux de distribution. Donc, quatrième, je regarde s'il n'y a pas d'interaction dans le chat. Ok, c'est voilà. Donc là, on a terminé la partie, comme j'ai dit, qui concerne en fait les clients, la valeur, la relation client, la distribution. Et puis, on va passer en bas en fait à la partie plus financière. Donc, dans la case du bas, la case numéro 5, vous avez en fait l'identification des sources de revenus. Là, on se pose la question, quel est mon modèle de revenus, quel est mon modèle de tarification? Pour quelle valeur nos clients sont-ils disposés à nous payer? Et puis, combien payent-ils? C'est quoi vos modalités de tarification? Est-ce que c'est des achats transactionnels? Est-ce que c'est des achats par abonnement? Est-ce que vous avez des commissions? Est-ce que vous avez un schéma de facturation forfaitaire? En fait, c'est tout ce qui rentre dans la tarification et dans le paiement en fait par vos clients. Et puis ça, c'est un peu la case trésorerie. C'est ce qui va rentrer concrètement dans votre compte en banque de l'entreprise et de l'organisation. Et vous allez voir aussi, on peut être assez imaginatif sur cette case-là. Il n'y a pas qu'une façon de modéliser en fait ces sources de revenus. Peut-être que dans les temps actuels, on peut imaginer plusieurs pistes possibles de tarification. On passe sur le côté gauche de la matrice, en fait, qui s'intéresse plus aux opérations. En fait, le côté gauche de la matrice, il va comprendre trois cases principales, en fait, les ressources, les activités et les partenaires. Les ressources, c'est de se poser la question dans mon organisation, dans mon entreprise, quels sont les actifs fondamentaux que je détiens
pour produire de la valeur. Alors, les actifs fondamentaux, on s'entend. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi les actifs fondamentaux? Les actifs fondamentaux sont des actifs humains, soit du personnel, soit des actifs physiques. Ça peut être une usine, un magasin, des machines particulières, un atelier, n'importe quoi. Est-ce que ce sont des ressources financières? Est-ce que vous avez besoin pour rendre votre activité de ligne de crédit? Est-ce que vous avez besoin de ressources financières importantes? Ça dépend des secteurs d'activité. Ou alors, ça peut être des ressources intellectuelles, des marques ou des brevets. Donc, en général, on a un modèle de prédominance, mais vous pouvez, votre activité peut reposer sur la combinaison de ces actifs fondamentaux. Il est parfois nécessaire d'avoir en nombre équivalent des actifs humains, physiques, financiers, puis intellectuels. Ça dépend de votre industrie, ça dépend de votre activité. Septième cas, c'est justement, on arrive aux activités. En fait, ça, c'est ce que vous faites concrètement, quotidiennement, opérationnellement, chaque jour, pour construire votre offre et servir vos clients. Donc, c'est quoi vos activités clés? Est-ce que vous faites de la conception, de la production? Est-ce que vous avez une activité de distribution, de résolution de problèmes, une activité d'intermédiaire? Et tout ça, c'est en fait se poser la question sur les activités que vous produisez au quotidien pour créer de la valeur pour vos clients. Ah, ça, c'est vraiment, on est dans le concret du concret. Euh, c'est quoi qui m'occupe, moi et mon staff, au quotidien pour que j'arrive à produire mon offre et pour que je touche ainsi mes clients. Huitième case, donc celle qui est le plus à gauche en fait sur la matrice, c'est la case des partenaires. Alors, il y a certaines activités que vous pouvez faire seul, que vous pouvez réaliser seul en interne, soit en comptant sur vous-même, soit en collaboration avec vos équipes. Et puis parfois, il y a un niveau de difficulté, il y a un niveau d'expertise qu'il est nécessaire d'aller chercher à l'extérieur, d'aller chercher à l'externe. Donc là, dans cette case, en fait, on se pose la question des fournisseurs et des partenaires clés en dehors de votre entreprise qui vous permettent de produire votre proposition de valeur, c'est-à-dire votre offre pour vos clients. Dans certains domaines, pour certaines activités, parfois, les partenaires externes, ce sont vraiment des partenaires stratégiques. C'est-à-dire, sans ces partenaires-là, vous n'êtes pas en mesure de construire votre proposition de valeur. Et puis, ça peut être parfois, il faut être très vigilant là-dessus parce que si vos fournisseurs, vos partenaires clés sont en mauvaise situation ou disparaissent ou sont démarchés par des compétiteurs, ça peut mettre en péril, ça peut mettre en instabilité votre modèle d'affaires, votre modèle d'activité. Donc, soyez toujours vigilant à cette case partenaire qui est parfois fondamentale. Neuvième case, en fait, on revient en bas du modèle, c'est la structure de coût. Pour avoir ces actifs fondamentaux, ces ressources, pour mettre en place ces activités, pour construire votre offre, vous allez faire des dépenses, ça va coûter à votre organisation. Donc là, c'est d'identifier les principaux coûts qui sont liés aux ressources, qui sont liés aux activités, mais qui sont supportés par votre entreprise pour faire fonctionner votre modèle d'affaires. Voilà, donc on a passé en revue les 9 cases. Donc c'est une matrice très simple avec 9 cases qui a le mérite justement d'être un outil visuel. Alors en général, quand on est en animation dans une salle de formation, dans une salle de classe, on a en général un grand poster qu'on va accrocher au mur. Ce poster-là, et puis chaque participant va prendre un peu de recul. C'est important de prendre du recul par rapport à cette feuille et puis de remplir progressivement chacune des cases. Alors, je vais prendre un exemple pour le rendre plus concret et pour que vous puissiez voir en fait comment c'est concrètement utilisé dans l'organisation. Pour ça, alors effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a ces trois blocs. Il y a les cases et puis il y a les gros blocs. À droite, le marketing, les ventes, les communications. À gauche, les opérations. Et puis en dessous, tout ce qui concerne la finance et la comptabilité. Donc, c'est ça qu'il faut que vous reteniez. C'est un modèle d'activité, un modèle d'affaires. C'est l'interaction stratégique et tactique entre l'ensemble de ces blocs. Et pour revenir pour vous montrer en fait concrètement comment c'est utilisé, je prends une étude de cas, c'est la matrice du modèle d'affaires de Nespresso. Je pense que vous connaissez toutes
la marque Nespresso. Vous en avez peut-être, je ne sais pas si vous êtes amateur de café, vous avez peut-être toutes déjà goûté un café Nespresso, vous avez peut-être une machine Nespresso chez vous à domicile ou au bureau. Et donc, on va regarder en fait comment, puisque c'est une marque qui est assez connue, on pourrait décrire, utiliser la matrice du business model pour Nespresso. Donc, je vous laisse peut-être 3-4 minutes euh, de réflexion, de pause, pour essayer de remplir rapidement avec voilà, en fait, avec quelques mots, l'ensemble des cases pour la marque Nespresso. Donc, vous pouvez prendre quelques notes. Pas besoin de faire des phrases, juste de mettre quelques mots. C'est qui les clients de Nespresso? C'est quoi l'offre? C'est quoi la relation client? Comment Nespresso distribue son offre? Quelles sont, à votre connaissance, les sources de revenus de cette marque, Nespresso, ses coûts principaux? Est-ce que Nespresso a des partenaires sur lesquels elle s'appuie pour produire son offre? Quelles sont ses ressources et puis ses activités? Alors, je ne vous demande pas d'être très précis, c'est pas l'objectif, mais c'est juste de mettre en place la mécanique de description du modèle. Je vous laisse un petit peu de temps et puis ensuite je vous donnerai la façon dont on peut dont on peut le présenter et la façon dont vous pouvez ensuite l'utiliser pour votre activité. Alors, on va revenir à la matrice. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de réfléchir ou de poser quelques notes sur cette matrice pour Nespresso. Voilà, je voulais juste vous montrer comment ça se présente en fait. Il faut prendre quelques post-it en fait et puis essayer de remplir quelques mots dans chacune des cases pour décrire en fait l'interaction entre ces différentes cases. Si on prend le cas Nespresso, ces segments de clients, il y a deux niveaux de segments de clients. Il y a du B2C, c'est-à-dire l'individu, le particulier, à domicile qui achète une cafetière Nespresso. Donc, c'est des foyers, on va dire, de catégorie socio-professionnelle supérieure, même si je pense que c'est en train d'évoluer vu l'évolution des prix des machines. Et puis, le segment de clients des entreprises. Alors là, c'est intéressant parce que Nespresso, l'aventure Nespresso, quand même, ça date du milieu des années 70 et ça n'a véritablement euh, fonctionné, on va dire qu'au début des années 2000. Donc, c'est dire si c'était compliqué de trouver en fait le bon modèle d'affaires, le bon business model. Au début, en fait, de l'aventure, ils se sont complètement trompés sur leur segment de clients. En fait, c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Euh, et en fait, ils ont cherché au au début de l'aventure. Donc, il faut savoir que Nespresso, c'est une filiale du groupe Nestlé, qui est le premier groupe agroalimentaire mondial. Ils pensaient que leur client naturel serait en fait les cafés, hôtels et restaurants. Et grosse erreur, ça n'a pas fonctionné du tout. Ensuite, ils ont pensé que leur client naturel serait les entreprises. Pareil, grosse erreur, ça n'a pas fonctionné. Et ils se sont aperçus que finalement, la clientèle naturelle était une clientèle plutôt de particuliers qui souhaitaient déguster un expresso comme au restaurant à domicile. Et c'est ça, en fait, la proposition de valeur, l'offre de l'entreprise. Elle se résume en 3-4 mots, expresso comme au restaurant. On comprend tout de suite la valeur apportée au client.
Pour construire la relation avec ces clients et qu'ils ont voulu haut de gamme, ils ont construit en fait un outil de relation client qui s'appelle le Club Nespresso. Pourquoi en fait cet outil? Bien sûr, il y a ce côté statutaire, symbolique, haut de gamme, mais il y a aussi derrière l'idée de connaître ses clients. Parce que la ressource principale dans le monde aujourd'hui, c'est d'avoir des datas, des données sur ses clients, pouvoir les profiler. Et pour un grand, je dirais pour un manufacturier comme Nestlé qui vend via la grande distribution, l'un des grands problèmes, en fait, c'est la connaissance de ses clients parce que quand un client dans une grande surface achète du café et qui passe en caisse, bah, vous ne savez pas qui a acheté, si ce n'est par des études statistiques, des études marketing de sortie de caisse, mais vous ne connaissez pas bien le profil de vos clients. Avec ce type d'offre, en fait, et la gestion en fait, des clients par le Club Nespresso, vous avez un nombre de data en fait, impressionnant sur les goûts, sur les préférences, sur la fréquence d'achat des clients. Et donc, vous pouvez derrière faire un marketing très fin, très ciblé pour aller acquérir de nouveaux clients, pour aller fidéliser vos clients, pour vendre peut-être plus de capsules, pour vendre des machines plus sophistiquées, peu importe. En tout cas, vous avez la data. Nespresso, en fait, utilise comme canaux de distribution le site web, nespresso.com, les boutiques, les petits corners, des centres d'appel, la vente par correspondance, la grande distribution pour les machines. Vous voyez qu'on a ici tout un panel de canaux de distribution. Source de revenus, ils font des sous sur la vente des machines et des accessoires, mais en général, la marge est plutôt faible. Et là où ils font beaucoup d'argent, en fait, c'est sur les capsules et le renouvellement des capsules. C'est un peu comme dans les modèles en fait, de vente d'imprimantes ou de rasoirs mécaniques, où l'entreprise fait de l'argent, c'est sur les lames de rasoir ou sur les cartouches d'imprimante et pas forcément sur l'accessoire principal. Les ressources pour gérer tout ça, c'est des canaux de distribution, des brevets sur les machines, la gestion de la marque, des sites de production. Les activités essentielles sont des activités de production, de logistique et de marketing. Et puis, il fallait monter des partenariats avec des manufacturiers, des fabricants de machines à café, parce qu'il y a un cahier des charges assez strict. Donc là, le partenaire est un partenaire essentiel, enfin les partenaires. Et puis la structure de coûts, c'est des coûts qui sont directement liés aux activités, aux ressources, des coûts sur la production, des coûts de marketing, des coûts de distribution et des coûts d'entretien des canaux de distribution. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça que je voudrais vous amener à faire pour votre activité, c'est-à-dire d'utiliser ces 9 cases, de prendre des petits post-it comme ça, petits autocollants, peut-être le mettre sur un mur ou sur votre bureau et puis essayer de décrire en fait ces 9 cases, c'est quoi dans votre domaine en fait les 9 cases de votre activité et puis l'interaction entre ces 9 cases. Voilà pour la modélisation, le modèle d'affaires. Alors ensuite, donc ça c'est intéressant, c'est une première étape. Maintenant, dans la période que l'on vit actuellement, il y a des bouleversements qui arrivent, des bouleversements conjoncturels, là pendant la période de confinement, parce que les gens ne peuvent pas sortir, la plupart des commerces, des entreprises sont fermés, donc les gens développent de nouveaux comportements d'achat. Et puis, il va y avoir sûrement des changements structurels. Une chose qui est sûre, c'est que à l'issue de cette période de crise, de pandémie, nos comportements vont radicalement changer. Donc, il y a à la fois des changements de conjoncture du moment présent, puis il y a des changements qui sont des changements de fond et qu'il va falloir imaginer. Alors pour ça, moi ce que je vous propose, c'est toujours d'utiliser en fait cette modélisation d'affaires, cette matrice du business model, pour essayer d'imaginer les différents scénarios possibles pour votre activité. Donc en utilisant cette petite technique assez simple, ça va vous permettre de essayer de penser des nouveaux modèles économiques. Pourquoi pas d'essayer d'innover, parce qu'on voit quand même pas mal d'innovations en ce moment, rendues possible justement par le fait que il y a tellement de contraintes qu'il faut sortir des sentiers battus, penser en dehors de la boîte, et puis rendre les évolutions et les changements plus concrets. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne en fait la possibilité d'utiliser cette matrice du business model et d'en créer 4, en fait, comme 4 scénarios possibles à partir de ce que vous allez juger pertinent comme axe de réflexion. L'idée, c'est que vous ayez à la fin de ce travail-là 4 plans possibles, A, B, C ou D. Et puis là, ce qu'on utilise, en fait, c'est une représentation sous forme de petite cartographie, de mapping à 2 dimensions.
Alors, comment on choisit les dimensions? Comment on choisit l'axe horizontal? Comment on choisit l'axe vertical? Ben, je dirais que ça va dépendre un peu de votre domaine d'activité, en se disant, mais quelles sont parmi les 9 cases de la matrice que je vous ai présentées, peut-être les 2 cases qui seront le plus impactées pour mon industrie, pour mon modèle d'activité. Et à partir de ces 2 cases, comment imaginer un futur possible et comment construire, par exemple, là, 4 scénarios d'évolution de mon industrie ou d'évolution de mon métier. Je vous prends un exemple, c'est juste un exemple parmi d'autres. Peut-être que dans votre domaine, c'est des cases différentes qui sont impactées, mais pour la lisibilité, pour la facilité de l'exercice, j'ai retenu 2 cases. Disons que je suis dans un secteur d'activité, dans une entreprise, une organisation où je pense que ce qui risque d'être impacté principalement, fondamentalement de mon modèle d'activité, ce sont les segments de clients et ce sont les canaux de distribution. Voilà, parce que je le perçois au quotidien, parce que je sens qu'il va y avoir des grands bouleversements à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer la case segment de client que je vais mettre sur l'axe horizontal. Et puis, sur l'axe vertical, je vais considérer la case canaux de distribution. Donc, ça va croiser en fait deux notions qui sont les notions vraiment d'évolution des segments de clients et d'évolution des canaux de distribution. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça peut donner quelque chose comme ça, en fait. C'est-à-dire de dire, sur l'axe de la clientèle, des segments de clients, vous allez essayer d'opposer un peu les possibles. L'exemple le plus simple que j'ai trouvé, c'est de dire les segments de clients, ça peut évoluer entre un axe de vendre à des individus, à des particuliers, et puis à l'autre bout du spectre, c'est de vendre à des entreprises, d'aller sur le marché corporatif. Encore une fois, c'est un exemple. Je ne dis pas que ça s'applique à tout le monde en tout temps, mais c'est une façon d'aborder l'approche par scénario. Sur l'axe vertical, vous pouvez dire les grandes oppositions qu'il y a aujourd'hui qui risque d'y avoir sur les canaux de distribution, ça va toucher la vente au détail, le retail, et puis le e-commerce. Et ensuite, vous allez croiser ces quatre notions-là. C'est de se dire, par exemple, est-ce que je peux imaginer un plan A, un modèle d'affaires qui consiste pour mon organisation à vendre en mode retail à des particuliers? Scénario B, est-ce que je peux imaginer une modélisation d'affaires qui consiste à privilégier la vente en retail à du corpo, à des entreprises? Plan C, est-ce que je peux imaginer un scénario de modèle d'affaires qui consiste à privilégier la vente à distance, le e-commerce à des individus particuliers? Puis vous l'avez compris, plan D, est-ce que je peux imaginer un scénario modèle d'affaires qui consiste à mettre le focus sur le digital, le e-commerce pour des entreprises? Ça vous donne déjà quatre scénarios possibles, mais vous pouvez le dupliquer. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, peut-être que je vais prendre un axe comme ça, mais peut-être que c'est mes sources de revenus qu'il faut que je modifie. C'est-à-dire que c'est mon modèle de tarification qui est peut-être pas adapté. Peut-être qu'il faut que je prenne un axe, en fait, qui soit un axe revenu, et sur le revenu, une façon de tarifer différente. Peut-être tarifer à la transaction ou vendre de l'abonnement. Là, c'est ce qu'on appelle la subscription. Non plus vendre du produit en tant que tel, mais vendre du service. Donc, il y a plusieurs manipulations possibles à partir de ces 9 cases, parce que tout ça, c'est comme un exercice de réflexion, de brainstorming, de dézoomage par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, il ne faut pas se limiter au champ, à ce que vous imaginez. Il faut être capable de sortir de votre quotidien, de dire, et si? Et si on faisait comme ça? Et si on allait proposer, on changeait notre structure de revenus? Et si on changeait nos partenariats? Ou si on allait chercher d'autres partenariats? Et si on changeait un élément de nos activités? Etc., etc. Et tout ça, en fait, ça vous permet justement d'avoir cette approche en scénario et d'essayer de réfléchir sur celui qui est le plus plausible, le plus accessible et peut-être le plus pertinent possible pour penser votre business de demain. Sachant que je voulais rajouter un dernier petit point. On a parlé de valeur dans cet atelier. Et ça va faire l'objet d'un autre atelier que je vais donner, je pense, dans une quinzaine de jours. C'est créer de la valeur pour vos clients. Parce que, en fait, on s'aperçoit dans la matrice que
Parmi toutes ces cases, bien sûr, toutes les cases sont importantes, mais il y a quand même deux cases sur lesquelles il est nécessaire de passer du temps. C'est votre offre, votre proposition de valeur et vos segments de clients. Et d'essayer d'imaginer le fit futur entre l'évolution des clients, l'évolution de l'offre. Et pour ça, la pensée design, l'atelier de design thinking, le travail en profondeur, en fait, au niveau de la connaissance du client, de l'empathie qu'on peut avoir avec son client, ça va nous aider. Je vous proposerai dans 15 jours une autre matrice aussi qui va vous aider à, à réfléchir justement à l'évolution de ces attentes, des besoins des clients, peut-être des désirs nouveaux des clients et essayer de rapprocher en fait un peu les deux entre qui seront vos segments de clients de demain. Peut-être que ce seront toujours les mêmes, mais avec peut-être des compléments par rapport à ce que vous avez aujourd'hui ou ce que vous avez eu. Et puis, comment faire en sorte de paramétrer votre offre, votre proposition de valeur pour aller chercher cette nouvelle typologie de clients. Voilà ce que je voulais vous présenter rapidement sur le sujet. Alors, on s'entend, c'est un survol un petit peu de l'approche. J'espère qu'elle vous a paru accessible. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont pu, en même temps que je parlais, prendre des notes pour chacune des cases et décrire leur modèle d'activité. En tout cas, moi, je suis à votre disposition si vous voulez que je réponde à certaines questions, s'il y a des aspects qui ne sont pas très clairs, peut-être sur la matrice ou les scénarios. Donc, à votre disposition pour une petite séquence de questions-réponses par le chat. Thierry, moi, j'aimerais Oui, ça leur demander, est-ce que vous l'aviez déjà utilisé, cette matrice-là? Parce que, tu sais, Thierry et moi, on évolue dans un univers où on l'utilise quotidiennement. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà utilisée, qui la connaissaient déjà? ok. C'est ça, Donc, c'est c'est varié, c'est hein? assez variable. En fait, Mm. des personnes qui connaissaient le business model Canva et d'autre part, en fait, ce que j'ai ajouté, en fait, souvent, effectivement, dans certaines formations, on présente cet outil. Ce qu'on présente moins, en fait, c'est la technique, l'approche par scénario, parce que là, je pense elle est utile pour savoir un peu. Euh, en fait, c'est bien de l'utiliser comme un outil un peu de description. Donc ça, c'est intéressant. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait après? Qu'est-ce qu'on en fait après? Justement, l'approche par scénario, elle aide à se dire où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on peut aller, c'est quoi l'ensemble des possibles. Et puis, ce que vous allez voir, surtout, il faut l'utiliser en complément avec cette autre matrice qui viendra en fait dans 15 jours. C'est une plongée en fait en profondeur sur la connaissance du client, les aspirations de vos clients, les bénéfices que recherchent vos clients, la solution à ces problèmes et puis de faire l'adéquation entre les deux, entre votre offre et l'évolution des segments de clients. Bien sûr, moi, je peux vous partager la présentation d'aujourd'hui et puis les matrices, en fait, pour celles qui ne les ont pas déjà. Donc, idéalement, en fait, c'est de les imprimer et puis, enfin, d'en imprimer une et puis de faire ce petit exercice avec les post-it ou à la main. Et puis, surtout, de voir, quand vous prenez le recul, est-ce que tout ça fait sens? Est-ce que tout ça est bien aligné entre la partie opération, la partie client, la partie finance? Et puis dans la situation d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui change fondamentalement? Alors là, peut-être j'en appelle à un échange là dans le chat. Selon vous, euh, quelle est la case aujourd'hui dans votre domaine d'activité qui est le plus impacté parmi ces 9 cases? Vous diriez que c'est quoi? C'est plutôt les clients, l'offre, la relation client, les revenus, c'est quoi? Qu'est-ce qui est les canaux de distribution? Ok. L'offre.
les segments de clients. Clients et partenaires. Okay. Ah, donc, si j'en crois les premières réactions, plutôt la partie de droite, en fait, tout ce qui concerne la proposition de valeur, les segments de clients. Ok. C'est ça. Donc, à partir de ça, effectivement, c'est de se dire, j'ai identifié les zones en fait qui sont les plus impactées, et puis comment je peux essayer d'imaginer une évolution en fait avec l'approche par scénario autour de ces cases-là. Peut-être que ça va demander pour certains un travail plus profond sur le digital, sur le e-commerce. Ça va peut-être demander à certains de revoir votre proposition de valeur. C'est quoi les bénéfices demain que vous allez pouvoir apporter à vos clients. Peut-être repenser la relation avec le client. Donc, ça pose tout un certain nombre de questionnements. On s'entend, hein, on n'a pas une baguette magique et c'est pas facile d'y répondre. Mais en tout cas, ça donne des pistes. Ne vous limitez pas à ce que vous pouvez envisager de faire. Il y a toujours plusieurs façons de faire les choses euh, pour toucher vos clients. Donc, ces matrices-là, en fait, elles aident, au-delà de l'outil en lui-même, bon, qui a un intérêt, mais une fois qu'on l'a manipulé, qui a un intérêt finalement assez limité, ça permet d'avoir comme je l'ai dit au départ, en fait, un langage commun. Euh, Certains l'utilisent, je sais aussi, par exemple, pour aller chercher des subventions, des financements auprès de la banque, auprès d'investisseurs, mais au moins, c'est quelque chose qui fait partie d'un langage commun. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, beaucoup de gens connaissent cette approche de modèle d'affaires qui, je le rappelle, en fait, avait été utilisée au moment de la création de toutes ces startups de l'Internet. C'est sorti à peu près au même moment parce qu'il y avait comme un vide. Les investisseurs, les capital risqueurs, les banquiers qui étaient sollicités pour mettre beaucoup d'argent ne comprenaient rien au modèle des startups de l'Internet qui prévoyaient de perdre beaucoup d'argent pendant plusieurs années avec une hypothétique euh, source de revenus futurs, beaucoup de clients et tout ça. Donc ça a été très utile pour dire, OK, c'est quoi ton modèle de startup Internet? Là, décris-le-moi, je vais essayer de comprendre en une seule page en quoi ça consiste. Donc, c'est surtout un truc intéressant pour avoir un langage commun et puis pour réfléchir avec ses associés, ses actionnaires, son conseil d'administration, peu importe qui, à l'évolution stratégique de son organisation. Toute bonne réflexion, c'est un outil pratique. N'hésitez pas à le manipuler, à le reprendre dans tous les sens. Et puis, c'est un premier niveau de réflexion sur votre modèle d'affaires. Donc, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre attention.